En somme, vous me proposez d'enculer quelqu'un au nom de la liberté. Exactement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro spécial hors série de Jumpscare. Un numéro très spécial puisque aujourd'hui on va vous parler de plusieurs films qui sortent en 2024 qu'on a pu voir en avant-première lors du PIF il y a quelques semaines, le Festival international du film fantastique de Paris au Max Linder. Alors rien à voir avec les films du Conjuringverse qui inondent nos salles ou autres blumhouseries à la Five Nights at Freddy's. Il n'y a aucune gloire à parler de ces films sachant qu'on sait déjà plus ou moins quand ils sortent et à quoi ça va ressembler et que tout le monde est déjà au courant de leur existence. Là l'idée c'est de vous parler de films d'horreur qui vont sortir, qui méritent votre temps, votre attention, votre argent et surtout votre soutien. Car on a vu des petites perles qui méritent bien plus que certaines bouses qui sortent en multiplex. À noter qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, ces films n'ont pas encore de date de sortie définie ou de distributeur connu. Mais on sera bien évidemment les premiers à faire passer l'information quand on sera au courant. On sait que c'est frustrant pour certains, mais voyez ce podcast comme une grosse bande-annonce de ce qui vous attend en 2024. Et si parmi vous certains se disent dans 6 mois « Ah mais oui ce film je m'en souviens » et que vous allez le regarder au lieu d'aller voir la Nun 5 grâce à nous, alors on a bien fait notre boulot. Avant de se lancer, c'est le moment pour vous parler du PIF. C'est grâce à eux qu'on a pu voir tous ces films. Le PIF, c'est un festival de cinéma de genre annuel qui prend place au Max Linder à Paris tous les ans et qui, je crois, a battu son record d'audience cette année. Des avant-premières, des ressorties, des séances de minuit, c'est la Mecque française du cinéma de genre. Si vous pouvez y aller l'année prochaine, n'hésitez surtout pas. Dernière chose et pas des moindres, je suis le seul membre de l'équipe de Jumpscare à avoir pu aller au PIF cette année, ce qui fait qu'aujourd'hui, exceptionnellement, pour éviter d'être seul face à mon micro, car le reste de l'équipe n'a pas pu y aller, j'ai décidé de réunir un casting all-star d'intervenants et d'intervenantes qui étaient présents au PIF avec moi. Il est beau, il est auteur du livre Kaiju, Envahisseur et Apocalypse et il écrit chez Mad Movies et Rokirama, c'est Fabien Moreau. Comment ça va ? Il a mis une demi-heure à se connecter sur Discord. Aussi. Il est parmi nous. Moi, ça va. Ravi de commencer mes vacances avec vous. Voilà. Ah bah écoute, ravi que tu les commences aussi chez nous. Ça fait plaisir. Sachant qu'en plus, tu étais accrédité pour Jumpscare. Au final, on sait toujours pas pourquoi, hein, mais ça, c'est marrant. Non, c'est l'intention qui compte, mais bon, j'y étais en tout cas. T'étais là. Ça fait quelques mois qu'il parle de cinéma de genre, de gore et d'horreur sur YouTube au travers de divers concepts, le tout fait maison avec un gros amour du do-it-yourself. C'est Max et Softy de la chaîne YouTube d'Elevated Horror. Salut. Salut à tous. Merci Romain. Comment ils vont ? Ça va et toi ? Merci de nous inviter. Surtout, c'est la première fois qu'on est invité dans un podcast, donc ça fait plaisir que ce soit le Jumpscare. C'est votre premier podcast là ? Eh oui, tout à fait. Oh, attention, c'est risqué. C'est une glissade. Moi aussi, j'ai commencé par un podcast chez un mec et j'ai fini chez Shitlist. Je sais pas si vous connaissez ce désastre. Si, j'y suis passé, ouais. Voilà, on connaît tous ça, malheureusement. On lui doit le podcast Discordia. Il est rédacteur sur Nanarland depuis des siècles. Il écrit chez Mad Movies. Et c'est aussi le terroriste qui a en partie écrit L'Arbre de la Vie, une célèbre fanfiction érotique mettant en scène 2 podcasteurs connus en France. C'est François Co. Comment tu vas, François ? Ça va. Je voulais rassurer les nouveaux venus dans la sphère podcastique. Pas tout de suite. Mais un jour, c'est peut-être dans l'arbre de la vie.
Voilà. Ah, ok. Il lâche ça en plus au hasard à chaque fois. Il est invité dans un épisode et tout d'un coup il lâche un chapitre de cette fanfiction qui grandit petit à petit, qui a été commencé par un certain Même pour cinéphile qui écoutait Shitlist et qui s'est dit tiens je vais faire une fanfiction érotique entre deux podcasteurs dont moi, j'ai pas eu le choix, en consentement voilà. Et François s'est dit bah, je vais la continuer et me prend en otage depuis. C'est un plaisir. J'ai demandé ton consentement avant de la lire à l'antenne quand même. Oui c'est vrai. C'est gentil de ta part. Et après c'était la glissade. J'ai vivre c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est ça. D'ailleurs, tu t'invites sur ce Discord en t'appelant l'Arbre de la Vie. Moi, je trouve ça beau. Toute cette team sont des invités qu'on avait prévu d'inviter cette année dans le Jumpscare. On est à la fin de la saison, donc on est très content de les avoir au final. On se disait à chaque fois qu'on se parlait, faut venir les mecs, mais le planning étant le planning, chacun ayant son boulot et tout, c'était super compliqué. Donc très content d'avoir tout le monde ici. Mathieu, le coin du bis, est parmi nous aussi. Comment ça va, Mathieu ? Ça va, un petit peu éclaté parce qu'on a enregistré la FAQ hier soir et du coup on n'a pas beaucoup dormi. Donc là je viens surtout en tant qu'auditeur parce que je n'ai pas pu être présent au PIF, mais il y avait beaucoup de films en fait qui soit qui m'intéressaient, soit que j'aurais voulu revoir sur un grand écran. Donc voilà, je vais surtout être là en fait pour prendre un petit peu les avis des uns et des autres et regretter de ne pas avoir pu y être. Tu seras la voix innocente de ce podcast du coup, sachant qu'il y a un des films que tu as déjà vu, on en reparlera tout à l'heure. On a séparé ça en deux parties. D'abord les sorties à venir, les sorties de 2024, et un bonus en fait, il y a des ressorties l'année prochaine de films cultes qui arrivent, donc on va aussi vous en parler, on les a vus au pif. Mais pour commencer du coup, de l'inédit, on va commencer avec un certain Late Night with the Devil. Fabien, qu'est-ce que c'est que Late Night with the Devil ? Alors, Late Night with the Devil, c'est un film australien, mais en partie financé par Abu Dhabi, qui, oui, c'est vrai, oui, qui est réalisé par les frères Cameron et Colin Cairns, donc qui sont dans la profession depuis une quinzaine d'années. Hein. Ils avaient fait d'autres films. Alors j'avoue, je connaissais pas du tout ces personnes-là, mais ils avaient fait Scare Campaign, 100 Bloody Hackers, Celestial Avenue, qui était un court-métrage. Et en fait, ces gens-là, donc ces frères, donc ont fait un film en se basant sur des vidéos apparemment qu'ils avaient vues de Late Show des années 70, type Johnny Carson, David Letterman, et en fait ils ont transposé l'idée et ils ont fait donc un film dans lequel donc l'acteur américain David Dastmalchian joue le rôle d'un présentateur, justement un présentateur vedette qui est en train de monter, donc il s'appelle Jack Delroy, qui présente un Late Show, et donc on suit un peu la trajectoire de ce type tout au long des années. Il y a un résumé de sa carrière en tout début de film, et donc le film nous propose quasiment en temps réel la redécouverte d'un Late Show qu'il a fait en 1977 et qui en fait se déroule très mal. En fait, à chaque invité, il y a quelque chose de diabolique qui se passe. Voilà, et je vais pas plus loin sur le pitch. Voilà. Ouais, ne spoilons pas. Alors, ça t'a plu, du coup ? J'ai adoré, c'est clairement un de mes films préférés du PIF que j'ai vu cette année, parce que j'ai vraiment été très sensible au dispositif. Hein. Bon, c'est quand même un film qui est porté par ce super acteur, hein, David Dastmalchian, quand même, qui a un second couteau américain qu'on a vu dans plein de films, notamment The Dark Knight, hein, de Christopher Nolan. On se souvient, il a cette scène avec Harvey Dent, oui, dans The Suicide Squad de James Gunn, là, le mec tout blanc avec les pois de toutes les couleurs, là, qui voit sa mère à chaque moment. Et là, c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'il tient vraiment la tête d'affiche, hein, pour le coup, il me semble, en tout cas de manière significative. Et c'est vrai qu'il bouffe l'écran et est tout à fait impeccable dans ce rôle de host comme ça de Late Show, et donc c'est lui qui porte le film et qui doit gérer un peu le direct, alors que tout part en sucette, et donc le film garde ce dispositif pendant toute 1h30, tout en sachant qu'on a des alternances entre le faux live qui nous est proposé et des moments hors caméra pendant les pages de pub, en fait. Donc du coup le dispositif est assez réussi. Par contre, c'est vrai que le film, il n'y a jamais de progression, c'est-à-dire que ça reste tout le temps sur la même ligne. Là, c'est vraiment on va dire partagé en séquences, c'est-à-dire une séquence, un invité, une séquence, un invité, une séquence, un invité. Donc c'est vrai que le film garde un rythme de croisière assez constant. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi en tout cas j'ai été assez bluffé par le film, et surtout sur sa capacité à
reconstituer vraiment l'atmosphère et la texture de l'image des light shows. C'était vraiment très réussi à ce niveau-là. Et puis bon, tous les acteurs secondaires sont super. Notamment, il y a un personnage que j'adore qui est un faux magicien, une espèce de magicien qui s'appelle Christou. C'est un magicien avec un accent à couper au couteau, qui est vraiment un personnage assez truculent. Il y a Ian Bliss qui joue aussi un mec qui s'appelle Carmichael Hunt, qui est une espèce d'illusionniste, mais qui aime casser les autres illusionnistes. En fait, c'est un troll d'illusionniste qui aime dire aux gens, non mais vous verrez, ça c'est ce tour-là, on le fait comme ça, c'est du faux et tout machin. Et il y a une espèce aussi de Monsieur Loyal qui accompagne le présentateur, qui est un peu le Guillermo actuel, là, le Guillermo de Jimmy Kimmel. Voilà, qui prend un peu cher pour toute l'équipe à chaque fois. Non, vraiment le dispositif est très réussi et moi je suis vraiment sensible à ce type de mise en scène là, essayer de recréer une époque, et le film était plutôt réussi quoi, et les moments de flip étaient plutôt efficaces. Ouais. Je dirais pas que c'est innovant, mais c'était assez efficace à ce niveau là. Ouais. Tout le film est en direct, qu'on soit clair. Je l'ai pas vu moi pour le coup, j'ai loupé. Quasiment. Passer la séquence d'ouverture qui explique la biographie très courte du personnage, ça dure 5 minutes. Quasiment tout le film est en direct, est en direct et en temps réel. Il y a les petites pages de pub, les petits cartons qui disent nous revenons dans un instant, interruption de programme. En fait, ça reprend ce dispositif-là. Je sais que pas tout le monde a aimé le film, mais moi vraiment, qui était vraiment attaché au concept, j'ai vraiment adhéré. En plus, le film est court, il fait 1h30 tout pile. Et du coup, pour moi, ça. C'est un gros avantage, ça. Ouais. Mais je dirais que c'est plus un film qui vaut pour son dispositif de mise en scène que pour l'aspect flip, quoi. On se plaît à se replonger dans une ambiance, de voir la personnalité des invités, de voir comment David Damalkan gère un peu tout ça, et aussi il y a quelques moments de maquillage et surtout de créature design, sans en dire trop, et assez efficace, pas forcément par le design, mais plutôt par le fait que ça arrive en live, et du coup on voit les réactions des gens par rapport à ces moments d'horreur qui arrivent en fait. Ça joue aussi sur le fait de jouer sur l'incrédulité, est-ce qu'on croit ou est-ce qu'il faut pas croire ce qu'on nous montre à la télé aussi d'une certaine manière. Donc voilà. Moi j'ai loupé, j'ai le seum, il est passé tard. Il est passé très tard. La team d'Elevated, est-ce que vous l'avez vu ? Ah bah nous c'était clairement notre coup de cœur du festival Late Night. C'était quand on est ressorti de la séance, on était vraiment heureux de ce qu'on avait vu complètement de bout en bout. On a été. On a trouvé ça quand même vachement efficace. Comme tu disais, c'est un film relativement court. C'est vrai qu'au pif, ça fait du bien de temps à autre d'avoir des films qui rentrent un peu plus dans les clous. Ça permet de souffler, parce que c'est assez éreintant quand même comme festival. Et puis d'enchaîner surtout. Non, ça... En fait, moi j'ai trouvé le format assez intelligent en fait. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais un film qui se servait du format télévisuel en fait, qui était certes linéaire, mais on n'a pas forcément ressenti en fait la longueur. J'ai trouvé le rythme plutôt bien géré, malgré le fait qu'on alternait entre les séquences directes et coulisses. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié le passage en fait du format coulisses au format télévisuel en 4/3. C'est très ça sympa, donne un effet de simultanéité. Le film, il arrive quand même beaucoup à bâtir des attentes chez le spectateur, parce que du coup, on voit aussi ces attentes qui sont bâties dans le public, dans la JJS, dans le public, dans le film. Et du coup, on peut relate de notre côté. Il y a nos attentes à nous en tant que spectateurs qui montent en permanence. Et en plus, c'est pas un film qui déçoit, parce que certes, le rythme est assez linéaire, mais il y a quand même, à aucun moment on se fait chier en fait, quoi. Et puis il y a aussi ce confort de retrouver une émission style 70s, sans trop en révéler non plus sur l'intrigue. Il y a quand même un petit côté analogue horror là qui a eu le vent en poupe sur internet il y a quelques temps, qui est présent dans le film. C'est un bon moyen de parler d'histoire de possession sans forcément tomber dans les dossiers Warren ou voilà, ce genre de choses. Du coup, c'était assez sympa, rafraîchissant aussi à ce niveau-là, et franchement, on a passé un super moment devant. C'était notre coup de cœur du festival, ça, dans la compétition en tout cas. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez ce film, il y a un film qui a déjà fait ça en 2013, ce concept du special qui part en vrille, qui s'appelle WNUF 9 Halloween Special, je sais pas si vous connaissez. Non, pas vu en tout cas. Non,
C'est un tout petit film indépendant qui refait ça, mais version 80s. Et du coup, je me dis qu'en fait, ce concept, il est déclinable à fond sur toutes les époques. Du coup, tu peux le faire même en 2010, 2020 avec Hanouna, tu sais, au milieu, si tu veux. Vrai film ouais. On appellerait ça VHS. Exactement. non, il y a un vrai concept. Il y a un vrai concept. Moi, je suis déçu de pas l'avoir vu. Je sais pas quand il sort. Je sais pas s'il y aura un distributeur. J'espère. Il n'y a pas de distributeur qui a été annoncé, en tout cas, pour l'instant. Le film est à vendre, apparemment. Oui, bien sûr. Bah, il y a des éditeurs qui traînent au pif. De toute façon, c'est un peu un marché du film pour certains. C'est un des rares films où je me dis, putain, si ça sort en VO2, ça pourrait le faire aussi. Parce que du coup, c'est un des rares films où tu es spectateur. Complètement. Et c'est quasiment méta, en fait. Tu peux te foutre à la place du spectateur et vivre le machin en live. C'est une réflexion que je me suis fait à la fin de la séance. J'aimerais bien me le remater sur mon canapé, en fait, tu vois, genre pour voir. Enfin, c'est une autre immersion, quoi, qui peut aussi bien marcher avec le film. Exactement. Donc c'est bien d'avoir pensé à ça comme ça. Et toi, François, tu l'as aimé le film? Ouais, je l'adore, moi c'était mon préféré de la compétition, je peux le dire maintenant que c'est fini et que mon devoir de réserve vient d'être anéanti. Le leak. Voilà. Non, mais je crois que je l'ai dit en plus sur scène en présentant le film. Voilà. Mais non, pour pas trop répéter ce qui a déjà été dit, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ça m'a rappelé un petit peu le travail de quelqu'un qui s'appelle Casper Kelly, qui s'est fait connaître pour son travail sur la chaîne Adult Swim. C'est à lui qu'on doit le court-métrage complètement barré qui est devenu viral, qui s'appelait Too Many Cooks. Ah oui. Il a fait un film qui s'appelle Yule Log aussi. Alors je dis pas que c'est la même chose, mais il y a un peu une vibration comparable. C'est-à-dire vraiment essayer de recréer cette ambiance-là, mélange 70s, 80s. Fabien parlait des late shows, et c'est le cas. Mais les réalisateurs citent aussi les télévisions publiques locales américaines, où en fait, qui étaient vraiment ouvertes un petit peu à tout le monde, et où il se passait souvent n'importe quoi. Et ça rappelle un petit peu ça. C'est des choses qu'on peut voir dans une émission qui s'appelle le Found Footage Festival. Si vous allez voir ça sur Internet, ils ont plein d'extraits d'access de télévision, voilà, le public local, et il y a vraiment cette ambiance là. Et moi aussi, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on sent qu'il y a eu un travail sur les dialogues. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais il y a beaucoup de films qui adoptent cette patine rétro, mais où les dialogues sont écrits de façon contemporaine, et du coup ça marche pas en fait. Et là on sent qu'ils ont vraiment bossé cet aspect-là. Et ça fait pas, voilà, les mecs se regardent pas en disant, hey, c'est bad. C'est vraiment travaillé. Il y a vraiment cette ambiance-là, et le jeu des comédiens aussi, David Dasmalchian en particulier, mais aussi tous les intervenants, et le magicien dont tu parlais, Fabien, particulièrement. Enfin, il y a vraiment cette patine-là, et ça marche à fond, quoi. Ok, très bien vendu du coup. Moi j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le rattraper. Je peux pas clôturer malheureusement puisque je vais pas improviser sur un film que j'ai pas vu. On va de ce pas passer à un autre gros film du festival. Un film qui sort en France pour le coup bientôt. Dans quelques jours d'ailleurs. Voilà, c'est un certain Vermine de Sébastien Vanitschek, un film d'horreur français. Il a fait un malaise, c'est ça? Sa gueule, c'était pas un malaise ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Max, qu'est-ce que tu en as pensé? Vermine, du coup, si je peux commencer avec quelques petites infos sur Sébastien Vanitschek, parce que c'est assez intéressant d'aborder ce film-là avec son travail qui est déjà disponible, donc ses courts-métrages, parce que quand on voit un peu ses courts-métrages, surtout son court-métrage qui s'appelle Crow, on voit qu'il y a déjà un petit peu toutes les composantes de ce qu'il y aura un peu dans Vermine qui sont un peu présentes quelque part. On sent que Sébastien Vanitschek, c'est quelqu'un qui a bien filmé les animaux, c'est quelqu'un qui a aussi à cœur des thématiques sociales, mais qui va pas nécessairement s'en servir comme cœur de son sujet. Et donc c'est assez intéressant. Donc ces courts-métrages sont sur Shadows. Donc là il y a 4 de ces courts-métrages, je sais pas si c'est la totalité, mais ils sont sur Shadows. Donc allez les checker avant que Vermine sorte le 27 décembre du coup en salle, et allez voir Vermine parce que c'est super, c'est une tuerie. C'est rapidement pour le pitch, du coup on suit Caleb qui vend des chaussures dans sa cité, qui vit mal l'absence de sa mère décédée, s'embrouille beaucoup avec sa sœur, qui a pas une vie facile, mais bon, pas misérabiliste non plus, et au-delà d'être passionné par ce qu'il fait, il est passionné par les bestioles, les insectes, les reptiles, et donc il achète une araignée exotique dans l'arrière-boutique d'une épicerie pour l'ajouter à sa collection.
Le drame. Ouais, le drame, tout à fait. Parce que quand elle échappe à sa surveillance, elle va se révéler être extrêmement dangereuse et invasive. Donc voilà pour le pitch. C'est un bon gros film de monstre en fait, quoi, qui passe pas par quatre chemins et qui a beaucoup de qualité. Il est honnête dans ce qu'il fait et il prend son histoire au sérieux, et ça c'est un truc dont j'avais un petit peu peur quand tu vois un petit peu toute la promo autour du film. C'est-à-dire que le film est coécrit par Florent Bernard, qui a beaucoup œuvré à la télé, au studio Bagel et tout, et il me semble que c'est sa deuxième écriture pour le cinéma. Il avait fait Jack Mimoun avant, quoi que ce soit. Le grand écart de malade. Et du coup, bah forcément, en abordant le film, j'avais un petit peu peur qu'il laisse une patte, tu sais, un peu humour internet, avec voilà, que ça se prenne pas au sérieux, en tout cas que ça fasse des clins d'œil en permanence, un peu comme avait pu faire Le Manoir à une époque, quand il était sorti un peu film de youtubeur, quoi. Même si Le Manoir a ses qualités aussi. Enfin bref, c'est pas du tout là où va le film. Le film, il est vraiment sérieux, il prend pas le spectateur pour un débile, l'humour il est dosé, et il prend pas trop de place sur le reste du récit. En plus de ça, on a droit à quand même des grosses scènes de tension. Le réalisateur maîtrise ce qu'il fait parce qu'il y a des fulgurances de mise en scène. Il y a quelques plans qui sont vraiment très jolis, très travaillés. Et globalement, la lumière est belle. Enfin, j'ai beaucoup d'éloges à faire à ce film parce que en fait, j'en attendais pas grand-chose et que je me suis un peu laissé prendre par le truc, quoi. Les personnages sont bien écrits, sont attachants. On a de l'émotion, on a de la tension, on a des bonnes scènes de flip et ça fait plaisir. Apparemment c'est 50-50 CGI et 50-50 effets en dur pour ce qui est des effets spéciaux, des mots du réalisateur lui-même. Donc c'est assez impressionnant le taf de déco qui a pu être fait, le taf d'effets spéciaux qui a pu être fait sur beaucoup de scènes. Et ça se voit directement à l'écran et en salle surtout, il faut aller le voir parce que le sound design est aussi assez soigné, la musique et le sound design. Ouais. Ça tabasse bien, ça transparaît pas mal, enfin ça fait parvenir pas mal d'émotions, ne serait-ce que par le son. Que dire, c'est bien rythmé, c'est fun, c'est divertissant, c'est touchant. Il y a quelques défauts quand même. J'ai trouvé que le truc était un petit peu long à se mettre en place, que l'araignée en tant que telle met un peu de temps à atteindre son plein potentiel horrifique. Mais quand ça arrive, ça arrive. Non, franchement, c'est pas un film qui déçoit du tout. Sébastien Vanitschek, c'est son premier long métrage. Apparemment, il continue à travailler avec Florent Bernard et je pense vraiment qu'il faut suivre le travail de ce type-là parce que s'il commence avec Vermine comme ça et qu'apparemment il continue dans la même direction, ça peut donner de belles œuvres et puis ça sent bon pour le cinéma français si t'as des films comme ça qui sortent en salle, quoi. Ça fait plaisir. C'est juste du pur kiff, sans non plus omettre l'aspect thématique. Il y a quand même un aspect social, un aspect... Enfin, il y a un propos à ce film, quoi, mais qui prend vraiment pas le pas sur le fun que tu prends en regardant le film, tout simplement. Totalement d'accord, à 1000%. En plus, ils ont tourné ça, partiellement en tout cas, aux espaces des Abraxas à Noisy-le-Grand. Effectivement, qui rappelle la toile ou la ruche un petit peu. Effectivement, ouais, non, même les décors, non, ça tue. Franchement... qu'on voit dans les fameux qu'on voit dans Hunger Games et Brésil. Exactement. Je vais insister sur un truc que t'as dit, c'est l'aspect flip du film. Moi, je l'ai rattrapé après, du coup. Je l'ai vu hier soir, pour être totalement honnête. Je m'attendais pas à flipper. Alors, j'aime pas les araignées. Moi, je suis pas arachnophobe, mais si elle rentre chez moi, le mec d'1m90 disparaît. Je deviens vraiment... Voilà. C'est sa baraque, en fait. Je suis un petit peu comme toi, donc... ouais. On se sait. On se sait. Le film joue très très bien sur toutes les peurs que tu ressens quand tu as peur des araignées. Que ce soit la voir et la voir disparaître, la voir au-dessus de toi et de pas vouloir trop te lever parce que tu sais qu'elle peut te tomber dessus. Le film joue très bien avec ça, et quand tu l'as très bien dit, en fait, quand ça atteint son plein potentiel horrifique au milieu du film, que, comme t'as dit, elles sont invasives très très vite parce qu'on passe de une araignée à littéralement l'immeuble est un nid d'araignée en quelques heures. Elles grossissent, c'est la folie, vraiment. Il y a une séquence où ils passent dans un couloir, sans trop spoiler, ils doivent passer dans un couloir qui est plein de toiles d'araignées et d'araignées. C'était horrible. Moi, je me chiais dessus, vraiment. Chose que j'ai pas ressenti. Ouais, vraie tension. Ah ouais. Elles sont très bien faites, les araignées. Comme t'as dit, il y a des vraies araignées. Il y a beaucoup d'effets numériques, mais putain, le décor de fou, quoi. Plein de toiles sans arrêt. T'es tout le temps en train de regarder partout parce qu'il y a des araignées partout dans le plan, à chaque fois. C'est horrible. Et putain, voir ça en France, ça fait du bien, quoi. C'est vrai que ce couloir, ça fait un petit peu épreuve de Fort Boyard, mais version plus hardcore. Ouais, c'est clair. Le Fort Boyard, ouais, exactement. De l'extrême. C'est un hommage. Non, vraiment, c'était le feu. Et voir ça, ouais, en France, tu vois, au début, je me suis dit, putain, encore un film d'horreur français qui se passe dans un immeuble de cité. Ouais. Un genre lancé par Yannick Dahan, avec La Horde, qui fait pareil aussi, qui met des flics et des gens de cité ensemble et qui rajoute une menace en plus. Bon.
C'est pas le même film, quoi. C'est pas le même film. C'est pas le même film. Là, il y a un vrai point de vue sur la vie en cité. C'est pas balancé comme ça par hasard. La vermine, au final, est-ce que c'est les araignées? Est-ce que c'est autre chose? On sait pas. Il y a plein de messages derrière qui sont vachement intéressants. Non, franchement, énorme tuerie, je trouve. Et on était un peu déçus qu'ils aient même pas été cités à la remise des prix parce que ça a été un peu une surprise, quoi. Genre, c'était quand même, ça faisait partie des poids lourds de la compète pour moi. Après, en termes d'avec ma cinéphilie, notre cinéphilie à nous, qui aime bien prendre un kiff devant un film qui se prend pas la tête, quoi. Parce que je pense que ça aurait été la facilité de récompenser le film français de la compétition. C'est pas peut-être. C'est pas faux. Tu vois, Après, c'est le public. Mais ça mérite. Ça mérite. Je dis ça comme ça en déconnant, mais ça mérite amplement ça d'aller le voir et de soutenir en tout cas. François, ton avis sur Vermine? Les avis sont très partagés dans la rédaction de Mad Movies. Il l'était aussi au sein du comité de programmation du PIF. Moi, je vois ce qui peut lui être reproché, d'autant qu'il s'inscrit dans plein de tendances un peu malgré lui, un peu à son corps défendant. Il y a un grand débat, je pense que ça vous a pas échappé, autour du cinéma de genre français aujourd'hui, et c'est plus ou moins quelque chose que vous avez dit dans vos propos, à savoir, voilà, on reproche à beaucoup de films qui sont sortis cette année, notamment, d'être des films d'auteurs déguisés qui utilisent un petit peu de cinéma de genre. Oui. Et moi, c'est un faux débat. Enfin, c'est à partir du moment où il y a du genre, ton film, c'est un film de genre. Quoi qu'il arrive, et c'est pas grave, en fait. À partir de combien de litres de sang, ça devient un film de genre. À partir de combien de scènes de monstres, ça devient un film de genre. Tu vois, c'est des débats qui sont, justement, le cinéma de genre, c'est quelque chose qui, de par sa nature, est ouvert, qui défonce les codes et qui en fait ce qu'il veut. Après, ceci étant dit, Sébastien Vanitschek, c'est un garçon qui est très sincère, qui adore le cinéma de genre, qui veut en faire, qui veut prendre ça à bras-le-corps, mais qui aussi sait qu'il s'inscrit, de par l'utilisation de son décor, dans une certaine mouvance du cinéma français, d'autant que, comme vous l'avez dit aussi, le film de genre qui se passe en banlieue, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 90 pour les vieux d'entre nous, qu'on a connu avec La haine, Ma cité va craquer, Rail de Thomas Gilou, pour citer le cas le plus extrême. Et là, cette année, rien que cette année, on a eu La gravité de Cédric Ido, on a eu La tour de Guillaume Niclou, et ça finit sur ce film-là. Et de tous ceux que j'ai cités, c'est peut-être celui qui le prend le plus vraiment à bras-le-corps, ce décor-là, et qui traite aussi son monstre de la façon la plus sincère, tout en étant un film de genre d'une efficacité absolument redoutable. Grave. C'est très cut, comme vous le disiez très bien, le sound design. Moi, ça m'a... Je crois que c'est plus que de voir des araignées, c'est le bruit. Ah oui, des araignées. Un espèce qui revient sans arrêt. Petit significatif Ouais. qui me glace le sang. Moi, dans ce film, c'est très bien marqué. Et voilà, et le film va souffrir, en fait, de tous ces feux croisés. Quand on regarde déjà les commentaires sur la page Allociné, Bien c'est sûr. Rendez-vous des racistes. Bien Ils sûr. disent, mais c'est qui la vermine, hein? Ah ouais, carrément. Voilà. Et Oui. le film vaut mieux que ça, le cinéma de genre vaut mieux que ça, le cinéma français vaut mieux que ça. Enfin, ouais. Il faut aller le voir en salle, il faut le soutenir parce que c'est sincère, c'est efficace. Il y a plein de défauts. Oui, tout à fait. Et Vanitschek le sait très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La perfection, ça casse les couilles. Voilà, voir un film un peu mal dégrossi et un peu mal élevé, qui déborde un peu de partout, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Surtout quand les séquences réussies sont aussi folles que ça. Ouais. Ça, je pense à la séquence de la salle de bain, vraiment. qui moi en tant qu'homme qui n'aime pas les araignées, je me suis pissé dessus. Voilà. Plus jamais. De ton côté, Fabien? Je ne l'ai pas vu encore, donc j'irai le voir le 27 quand il sortira avec grand plaisir pour digérer les repas de Noël, ça va être parfait. Super. Oui, c'est ça. Tu vas voir, c'est très sympa. Je l'ai justement économisé parce que j'ai privilégié justement les films qui n'allaient pas sortir et je me suis dit celui-là, il sort fin du mois, j'irai la semaine de sa sortie, comme Gueule Noire, donc j'irai à ce moment-là, mais j'ai très hâte. Très rapidement, Mathieu, toi tu l'as vu il me semble, est-ce que tu veux faire 2 minutes dessus pendant que t'es là? Oui, très rapidement. Enfin, de toute façon, je vais redire ce qui a été dit avant. Enfin, le film est une tuerie. C'est vraiment un truc à ne pas rater en salle. J'ai adoré la proposition. C'est vraiment une espèce d'idéal de série B. C'est-à-dire un pitch, une espèce de high concept, des araignées dans un immeuble. Et il y en a de plus en plus et on voit ce que ça donne. C'est très très bien fait. Pour avoir discuté un petit peu avec Sébastien en fin de séance, je crois qu'il m'a dit
70 plans, grand maximum en fait, qui sont des plans en images de synthèse. Sauf qu'en fait, à aucun moment le film n'est pris en défaut par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on y croit du début à la fin. Et vraiment, le film n'a absolument pas à rougir si on le met à côté d'une série B américaine qui a coûté le triple en fait. Le film donne l'impression d'avoir coûté bien plus que les 4 ou 6 millions en fait qu'il a coûté. Sébastien connaît vraiment ses classiques, il y a plein de petites références à droite à gauche, mais plutôt que des classiques en fait qui sont cités constamment, lui en fait va plutôt citer des survival, et notamment un film qui s'appelle Green Room et qui est un modèle aussi de tension et d'efficacité, et ça se ressent dans le film. Et tout à l'heure quelqu'un évoquait la scène du couloir, et vraiment moi c'est cette scène en fait qui me reste en mémoire. C'est sans spoiler en fait, c'est une scène qui est construite en 3 temps. Il y a tout d'abord la traversée du couloir qui est donc infestée d'araignées. Une fois que ce truc là est fait, il se passe encore un truc qui fait qu'on n'a pas fini en fait de stresser. Après il y a encore quelque chose qui monte la tension d'un cran, et après il faut être préparé parce que on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, et en fait il y a un côté limite assourdissant en fait qui nous tape sur les nerfs. Mais ce côté bruyant, encore une fois assourdissant, avec tout le monde en fait qui hurle sur tout le monde, ça fait aussi partie du truc. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient réfractaires en fait. J'ai pu lire certains commentaires qui disaient pour le cinéma français, bon ok, mais si tout le monde s'engueule en fait pendant tout le film, si tout le monde se parle en fait en s'injuriant, en s'insultant, je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller quoi. Or le fait que les personnages se parlent vraiment sans s'écouter, ça fait aussi sens, mais ça il faut aller jusqu'à la fin du film pour le comprendre. Et je trouve que en vrai le film est extrêmement bien écrit, très bien joué, c'est-à-dire que les personnages en fait sont parfaitement crédibles. Vraiment comme disait François, il y a quelques petits défauts à droite à gauche, mais en vrai on s'en fout complètement, tellement la proposition en fait pour un premier film est phénoménal quoi. Enfin, après Sébastien il a quand même de l'entraînement parce qu'il a fait il a 15 années derrière lui de courts-métrages et autres, mais putain en l'état enfin quoi, enfin. Ouais, enfin, exactement. 4 millions le budget. 4 millions, oui, voilà. 4 millions, et on dirait 4 pas, millions, tu vois. 4 fois moins que Gangsterdam. Et pourtant, ça a plus de gueule. 4 millions, c'était aussi le budget de Gueule Noire. Cette année, il y a vraiment en fait des films à petit budget français qui sortent qui ont de la gueule, vraiment. Et le enfin que t'as dit, Mathieu, me convient très bien. C'est exactement ça en fait. Cette année, ça pose ses couilles violemment. Vermine, un peu, c'est un petit peu la queue de comète quoi, parce qu'on a eu le Règne Animal qui a tapé le million d'entrées, je crois. T'as eu Vincent doit mourir, t'as eu Mars Express qui est mon coup de cœur de l'année. Il y a eu Conan de Mandico, je suis sûr que j'en oublie aussi dans la bataille. Acide. Ouais, et maintenant il y a Vermine. La petite crainte que j'ai en fait, c'est qu'il arrive entre Noël et le jour de l'an. Je me dis, est-ce que les gens ils auront la motivation en fait pour aller voir un film avec des araignées, sachant qu'on est en pleine période de fête et tout ça. Je sais pas. Mais il n'y a jamais de bonne période en même temps. T'as toujours un truc, dire oui, mais là il faisait beau, oui, mais là il pleuvait. Il n'y a pas de bonne période, mais il y a des pires périodes, en fait. C'est ça le truc. Oui. Et sortir ça entre les deux fêtes, en fin d'année, tu sais, c'est quand même risqué. J'espère en tout cas. À 6 mois des JO. À 6 mois des JO, ouais, c'est ça. Paris est bloqué encore. Hidalgo. Non. J'espère en tout cas que le film aura son succès. Et qu'il le trouvera plus tard, s'il le trouve pas en salle, en DVD, Blu-ray, il aura, je pense, son petit statut culte au fur et à mesure. En tout cas, il mérite d'être vu. On va passer au 3e film de la sélection, le Feel Bad Movie, comme tu l'as si bien dit François lors de ta présentation du film. Un certain When Evil Lurks, Quand le mal rôde en français, de Damian Rugna. C'est moi qui l'ai ramené dans le podcast, celui-là. Je tiens à annoncer directement, c'est pas un film parfait. Par contre, en termes d'expérience de film d'horreur en salle, je me suis mangé une giga baffe. C'est-à-dire que pour le pitch, c'est un film de possession qui réinvente un peu le thème, le genre. On parlait de ça tout à l'heure avec Late Night, mais encore un film de possession, tu vois. Où après avoir découvert un possédé dans une communauté argentine paumée, en fait, des mecs tentent de se débarrasser du possédé pas comme il faut. Et la possession se transmet comme une sorte de virus autour d'eux, partout où ils vont. Donc, un simple contact avec un vêtement touché par le possédé peut te transformer en mec totalement fou, etc. Ce film
possède le premier tiers le plus fou que j'ai vu dans un film d'horreur depuis des années. Surtout en salle de cinéma, où en fait, où que vont les personnages principaux, ça part en vrille totale. Et ça culmine dans une séquence chez l'ex du héros, je dirais pas ce qui se passe, mais cette séquence qui a foutu une baffe à la salle, mais une belle droite. Je sais pas qui était dans la salle, Fabien, t'étais là? J'y étais. Voilà, tu sais. D'Elevated, vous étiez pas là, il me semble. On était à la rediff le lendemain midi. Ouais. Le lendemain midi, ah bah, vous me direz du coup après comment ça a fonctionné sur le deuxième public. François, t'étais à la projection, t'es resté ou t'es parti? Non, j'ai vu aucun film en salle, malheureusement. J'ai tout vu en amont. Mais je l'ai bien pris dans la gueule, cette séquence. Hein. Voilà. Ah, mais... je suis père d'une petite fille, donc c'était super. Ah ouais, non, clairement. Comme tu l'as dit, c'est le feel bad movie, mais en termes de film d'horreur, le film pratique ce qu'on appelle le posage de couilles, en mode tenez, ça c'est de l'horreur, ça c'est trash, c'est méchant. C'est quoi cette unité de mesure? C'est la mienne. Je l'aime bien. Elle est très imagée. Et voilà. Il y a un pessimisme dans ce film qui m'a choqué. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, dès le début, c'est pessimiste. En fait, ça s'améliore pas. Voilà. Et c'est dommage qu'il y a cette demi-heure finale qui est un petit peu plus fouillis. Le film se perd un peu. Le film n'est pas aussi fou dans sa dernière partie. Bah du coup, ce que t'as un peu perdu, ça te perd aussi. Donc ça joue un peu pour le film, si tu veux, mais la folie du premier tiers se calme et c'est un peu dommage, je trouve. Je peux pas rentrer dans les spoilers. Pour le coup, ça va vous gâcher les surprises. Mais faut le voir, c'est crade, c'est très très bien filmé. Franchement, Damian Rugna, c'est un mec qu'il faut suivre. Son deuxième film, il me semble, il avait fait Terrifié il y a quelques années. Je crois qu'il a pas fait d'autres choses, mais ça tue vraiment. Les Argentins là aussi, ils ont bien géré. Qu'est-ce que t'as pensé du film, Fabien? Moi j'ai l'impression de m'être pris un train en pleine tronche, quoi. C'était complètement taré, quoi. Mais effectivement, il y a 2 passages dans le film où j'ai fait dont la première scène effectivement en question, mais on dira rien pour nos amis, mais c'était assez incroyable de voir ce début qui commence de manière très aride, et puis en plus ça part en mode, sans spoiler, en mode guerre des mondes façon film de possession, et après ça se calme effectivement, mais je trouvais ça bien parce que ça a amené vers une espèce de presque d'acceptation de la situation, et du côté en fait on est foutu, quoi. Une espèce de révélation de ce côté, quoi qu'on fasse, on peut pas empêcher ce qui est à l'œuvre, et jusqu'au plan final, jusqu'à la scène finale, le mec nous épargne rien, quoi. Même si ça va dans la lenteur et dans la découverte encore horrifiée d'autres choses, je trouve qu'il nous met une dernière droite avant la fin, quoi. Il y a pas d'espoir, et je pense que c'est ça que je retiens du film, c'est qu'on ressort de là, on est en mode il y a pas d'espoir, et le côté pré-apocalyptique du film, moi, m'a complètement saisi. Et puis oui, on a des instants chocs qu'on n'est pas prêt d'oublier, hein. Et on voit qu'on n'est pas dans un film nord-américain, hein, parce qu'il y a des trucs qui seraient jamais passés dans l'absolu, et là quand tu vois qu'on a eu l'Exorciste Dévotion un mois avant en termes de film de possession, il y a un grand écart de fou, quoi. Même délire, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Avec ces arguments-là, on peut plus se battre, quoi, c'est clair. C'est ça. C'est une leçon. François, toi, rapidement, ton avis sur ce film. Pour vous donner un petit peu les coulisses, quand on fait la programmation, il y a une donnée qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la disponibilité du film sur Internet. Oui. En l'occurrence, dès qu'un film sort sur plateforme, il est en torrent et partout ailleurs le lendemain. Et là, on savait que ça allait être le cas parce que il y a Shudder au générique, qui est une grosse plateforme horreur fantastique, hein, et ça a pas manqué. Le film était dispo, quelques semaines avant sa projection au PIF, mais là, on s'est dit rien à foutre de ce film, parce que effectivement, il nous a tous concassés, roulé dessus à la moissonneuse-batteuse. Moi, il y a une nouvelle tendance dans le cinéma d'horreur et un petit peu d'auteur, c'est ce que j'ai appelé de façon, tu parlais de couilles, moi j'appelle ça les films de connards. C'est les films qui vont te... je mets un peu Terrifier 1 et 2 dans cette famille-là. C'est les films t'as mal. Il y avait Speak No Evil l'an dernier. Il était dur, lui. Le film d'Oslund, d'Heineke, de Seidel, un petit peu dans cette famille-là. C'est les films de t'as mal, de l'Antimos, un petit peu aussi. Mise à mort du cerf sacré, c'est complètement film de connard. Et
t'as tous les codes du film de connard dans When Evil Lurks, c'est-à-dire que ça s'en prend à des innocents, ça s'en prend à des enfants, c'est gore, ça te met mal. Mais putain, ce n'est pas, par rapport à tous ces films-là, c'est pas à la fois gratos et c'est pas dans un truc didactique. C'est-à-dire que tu es dans le chaos le plus absolu et en même temps dans quelque chose, tu l'as dit Romain, de totalement désespéré qui est effroyable, quoi. C'est typiquement le genre de film où le héros qui est séparé de sa famille va devoir se racheter, se rapprocher des siens et tout. Non. Le film te donne absolument pas ça et c'est terrible, et la façon dont il le fait, c'est très 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 malin. On avait programmé aussi Terrified Aterrados, son précédent long métrage, où il y avait déjà cette velléité à faire des scènes très impressionnantes, mais où le rythme était beaucoup plus évasif, mais où ces scènes-là rattrapaient un petit peu la mise. Là, moi, je trouve ça tenu d'un bout à l'autre. J'ai aucune réserve et le film m'a vraiment, vraiment impressionné. Une bonne case pour le pif, une nouvelle case, le film de connard de l'année. Séance de connard. Les films qui posent les couilles. Alors, vous préférez un film qui pose ses couilles ou un film de connard? Dites-nous en commentaire. La team d'Elevate du connard. Globalement, on va pas rajouter grand chose sur les qualités du film. Nous, c'est peut-être plus le rythme qui nous a laissé un peu sur le bord. Voilà. Si on devait dire quelque chose, c'est que le rythme et la structure même du film nous a un petit peu plus désarçonné, nous a un peu empêché de rentrer complètement dedans autant qu'on l'aurait voulu. Et peut-être aussi la séance, parce que tu parlais justement, on a effectivement pas eu le même public. Nous, on avait la séance du lendemain à midi. On était claqués, on avait les yeux comme ça, tu vois, genre on arrivait, on avait fait 1h30 de voiture pour aller au pif. Du coup, on était peut-être aussi un petit peu moins dedans de base, mais sinon, globalement, c'est un film aussi d'une noirceur abyssale quand on en arrive à la fin du récit. Et justement, enfin, je pense que ça, c'est aussi une question de préférence, une question de moment aussi peut-être, de est-ce que le rythme va entraîner le spectateur ou pas. Pour nous, ça a été un petit peu en demi-teinte, mais toutes les qualités, c'est du gore, c'est méchant, c'est aussi imprévisible. Mais il y a, comme vous disiez aussi avant, il n'y a pas une lueur d'espoir dans le film, on le sait assez vite, et après on se laisse juste balloter par le film d'une scène à l'autre et d'un événement de plus en catastrophique à un autre événement catastrophique. Enfin, ouais, jusqu'à l'inévitable. Jusqu'à l'inévitable, mais c'est vrai que ce rythme nous a un petit peu plus laissé en dehors, quoi. Ça nous a un petit peu plus, on s'est un peu plus questionné sur le rythme du film. C'est vrai qu'on avait eu quelques retours déjà. Enfin, on avait entendu que ça allait être un gros banger et donc du coup on s'était carrément hypé. Bon, après, je pense qu'on a chacun nos attentes et donc du coup on s'attendait vraiment à un banger par rapport à nos attentes. Et moi, je dois dire que j'ai été assez surprise en fait par la violence de certaines scènes, mais que du coup, ça dénotait pas mal avec un rythme que j'ai trouvé assez lent et ça m'a un petit peu déçue. Mais il y a quand même mention spéciale aux effets pratiques, notamment au personnage d'Uriel qui était bien salace, bien réussi comme on aime. Tout à fait, parfait. Bien dégueulasse. Là, pour le coup, il y a du crade, hein, ça c'est clair. Ouais. Il y a du crade qui te dégoûte. Ouais, vraiment. Pas comique du tout, hein. Non, c'est rare, c'est rare de voir justement, c'est François, tu parlais de Terrifier, là, enfin, Terrifier, c'est cartoonesque, c'est comique, c'est drôle, mais là, c'est pas drôle, quoi. Là, c'est dégueulasse et ça fait, c'est révulsant, quoi, un peu plus. Tu peux sentir le film, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Tu peux sentir l'odeur de la salle. Et ça, c'est terrible. Ouais. L'odeur du film, ouais. L'odeur du film, exactement. Et écoutez, tu l'as vu, Mathieu, il me semble. Tu veux dire 2 mots dessus? Non, enfin... D'accord. Le coin du bis, mesdames et messieurs. Non, je l'ai vu, en vrai, il faudrait que je le revoie, parce que sur le moment, j'ai beaucoup aimé, mais plus j'y repense, plus je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas peut-être 2-3 petites facilités, ou, ce que disait François, en fait, film de connard, en fait, film qui appuie tellement, en fait, ses effets, que forcément, en fait, la réaction que tu peux avoir, en fait, elle est un peu facile, quoi. C'est vraiment le film que je retiens parmi tout ce que j'ai pu voir en matière de film d'horreur cette année, mais je sais pas, il y a un truc en fait qui m'empêche de crier au génie. C'est un très bon film en l'état, mais je suis curieux de le revoir en fait d'ici quelques semaines et d'avoir un avis un peu plus définitif, quoi. C'est voilà, j'ai du mal à me positionner encore une fois. Bah de toute façon, c'est important où j'ai oublié de le dire en introduction, mais les films dont on parle aujourd'hui, pour les habitués de jumpscare, ça veut pas dire qu'on va pas les faire dans des épisodes normaux lors de leur vraie sortie avec l'équipe originale. Donc t'auras le temps de revenir dessus du coup, Mathieu. Je pense t'auras le temps d'avoir ton avis, tout ça. S'il sort en France, il y a des rumeurs sur mars,
mais on sait pas sous quelle forme, on sait pas si c'est de la VOD, on sait pas quoi, donc on verra. Je propose qu'on arrête là pour les sorties 2024, on va passer aux ressorties. Petite gommette quand même sur 2-3 autres films de la sélection du PIF qui étaient cool, des nouveautés, dont En boucle de Junta Yamaguchi qui était très très bon, qui est pas un film d'horreur donc on l'a pas mis dedans, mais c'est un film sur une boucle temporelle de 2 minutes. C'est une comédie romantique, c'était incroyable, beaucoup de rires, très touchant, très bien fait, très bien filmé, parce que du coup la boucle temporelle c'est un plan séquence de 2 minutes tout le temps qui revient mais différemment à chaque fois et c'était vraiment bien pensé. Et on peut pas parler de la programmation du PIF sans parler du roi des gros lézards, Godzilla. Godzilla Minus One, qui a été diffusé dans le festival, qui est déjà sorti techniquement, c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé. Il est sorti 2 jours en France. Voilà, c'était 2 jours très très rush pour le choper. C'était excellent. Fabien, t'as 2 minutes. Sur les 4 séances que j'ai faites, parce que j'ai vu le film 4 fois, celle du PIF était clairement la plus animée, la plus réjouissante, hein, faut le dire. Celle aussi que j'ai fait au Kinotayo était top, mais c'est vraiment le voir au Max Linder, c'était assez fou. Bon bah réinvention, reboot de Godzilla dans le cadre du Japon post Seconde Guerre mondiale. Bon bah film. Comment dire, c'est un film qui ressemble beaucoup à ce qu'a fait le réalisateur donc Takashi Yamazaki, donc réalisateur qui a fait beaucoup dans le mélo, mais aussi dans la SF, et aussi qui a déjà fait des films sur la Seconde Guerre mondiale, notamment Kamikaze en 2013. Donc c'est très particulier de voir la réinvention de Godzilla sous cet angle post-Seconde Guerre mondiale, tout en sachant que ça va susciter des questionnements, on va dire, en Occident, là, notamment sur la relation entre les Japonais et les Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En termes de mise en scène, c'est totalement l'inverse de Shin Godzilla, c'est-à-dire que là, c'est très posé, avec des éclairages très chauds, presque des fois il y avait des plans à la Fury Road avec des portions très très beaux. Là, il prend le temps quand même d'ancrer l'histoire humaine, où on a beaucoup de personnages quand même très attachants, même s'il faut encore une fois prendre en compte ce contexte de lendemain de guerre, avec ce kamikaze, ce kamikaze survivant et déserteur qui est dans un double syndrome post-traumatique et syndrome du survivant, où il y a toute une interrogation sur le fait est-ce qu'il aurait dû mourir ou pas pendant la guerre. Voilà. Des petites réserves peut-être sur la toute fin du film, peut-être qui peut-être moi me tique un petit peu, même si c'est finalement un faux happy end, hein, j'en dis pas plus. Mais par contre après, photo de ouf, et toutes les scènes avec Godzilla sont juste proprement dingues. La toute première scène de Godzilla, que je ne spoilerai pas, se passe sur une île, grosse claquage dans ta tête. Il y a une scène à un moment donné qui fait penser aux Dents de la Mer, qui est assez fabuleuse aussi. Donc l'idée du film, c'est de redonner à Godzilla des interactions directes avec les humains. Donc là-dessus, le film gagne beaucoup de points. Et puis il y a une grosse séquence centrale qui est assez courte, mais qui aussi est très spectaculaire, et un gros morceau de fin qui rend hommage à tout un, encore une fois pas spoiler, mais qui rend hommage à tout un style de film, enfin un genre de film qu'on connaîtrait pas en France, qui est le film de le Senso Eiga, qui est le film de guerre et surtout le film de bataille navale, où là, voilà quoi. Et le film rencontre un succès, notamment aux États-Unis, qui est fou. C'est incroyable. Oui, mais en même temps, c'est une leçon en termes de blockbusters. Et ça, les Américains connaissent pas depuis quelques temps, c'est compliqué. Alors, Shin Godzilla continue de durer dans le temps, mais ce film-là, en termes de réception critique publique, c'est quasiment du jamais vu dans la franchise. Alors que c'est quand même un film qui parle du lendemain de la guerre. Quand même, les Américains, ça devrait titiller un certain truc. Ouais, surtout que c'est entre guillemets presque la suite d'Oppenheimer en fait. Alors je sais pas, peut-être qu'ils veulent continuer l'expérience. Je sais pas, c'est très beau ce que je dis, mais c'est un film qui va encore une fois alimenter les débats. Est-ce que Lato va faire une suite? Est-ce qu'ils vont faire un autre reboot? Mais en tout cas, je pense qu'on va quand même sur une logique de franchise. En tout cas, il y a matière à faire une saga de personnages avec ce qui est planté dans ce film-là, en fait. Je préviens aussi pour ceux qui nous écoutent et qui se disent mais c'est pas trop un film d'horreur, parce que voilà, Godzilla est terrifiant dans ce film. Ah ouais, non, c'est une machine. Hein. Tu sais, t'as le Godzilla gentil chez les Américains qui s'en fout un peu des humains, mais qui est un héros en soi, tu vois. Il y a le Shin Godzilla qui est un Godzilla un peu perdu dans la souffrance, qu'on peut limite compatir pour lui. Et t'as ce Godzilla là, son arc narratif c'est je suis méchant.
Voilà. Il sort de l'eau, il est pas réveillé et ça part en couille. Et là, c'est le drame. Je sais pas s'il ressortira en salle ou pas en France. C'est le mystère. On l'a eu 2 jours pour apparemment des soucis de chronologie des médias ou je sais pas. C'est un peu mystérieux, c'est un peu fumeux. Je vais pas dire de la merde. Je l'ai vu en 4DX avant de passer à autre chose. Si vous pouvez vous le faire en 4DX un jour, allez-y, c'est une belle expérience de chiropracteur gratuite. Tu te fais malaxer pendant 2 heures par le film. Et la fameuse séquence du tir atomique de Godzilla, parce qu'il y a son gros laser qui sort de la bouche, c'est tous les effets de la 4DX dans la gueule. L'eau, le vent, la chaleur, le siège qui part en avant, en arrière, des trucs dans le siège qui te tapotent le dos. C'est fabuleux. Voilà, tu es avec Godzilla, c'est très très bien. On va passer à l'OVNI de la sélection. Un film qui est déjà largement trouvable, il me semble, je suis pas sûr, qui s'appelle Marquis. En cet état, on l'excite, on l'irrite, on le fouette, on le bat, on lui branle le cul. Arrêtez, vous me coupez l'appétit. Ah, je ne regrette pas d'avoir attendu si longtemps. Qu'est-ce que c'est Marquis, Softy ? Eh bah écoutez, c'est parti pour Marquis. Alors c'est vrai que Marquis, au pif, c'était un petit peu, quand on en voit les premières images, c'est un petit peu la séance où on se dit ça va être, qu'est-ce que c'est que ce film ? Ça va être un petit peu what the fuck. Alors du coup, Marquis, c'est un film en fait qui crée un univers complètement à part, en fait, qui met en scène des personnages mi-hommes, mi-animaux, donc anthropomorphiques. On pourrait penser que ça a un côté rassurant, un petit peu comme les personnages qu'on retrouve dans les poèmes de La Fontaine, mais pas du tout. De prime abord, c'est quand même assez malaisant. Donc en fait, ce sont des comédiens donc qui sont en costume d'époque, avec un masque d'animatronique à l'effigie d'animaux du coup sur la tête. Donc voilà, comme ça pose un petit peu les bases et vous savez à quoi vous attendre. C'est un petit peu la vallée dérangeante, on va dire. Ah, ça a une gueule. Exactement, c'est une gueule particulière. Donc en fait, Marquis, c'est un film de production franco-belge, donc qui mélange des scènes des prises de vue réelles avec de la stop motion, avec des petits bonshommes en argile. Le film a été réalisé par Henri Xoneux en 89, ainsi qu'avec Roland Topor, donc tous deux qui étaient amis de longue date. Roland Topor, qui est notamment connu pour avoir bossé sur La planète sauvage, et qui sur Marquis était en charge du scénario, des dialogues et de la direction artistique. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît toute cette patte qui lui est bien propre. Donc, à savoir que Xoneux et Topor, ils ont déjà travaillé ensemble quelques années auparavant sur le fameux Téléchat de 83 à 85. Nous, c'est pas notre génération. Pas vraiment. Mais grâce à... ça nous a traumatisés, hein, les garçons. Ouais. Quelle horreur. C'est ça. Voilà, ça explique beaucoup de choses qui ne vont pas en France, notamment. Et probablement, et ça peut se comprendre, parce qu'au fil de mes recherches, j'ai vu que ça a été rediffusé très longtemps, jusqu'à 2004 en France, grâce à Arte, grâce ou à cause d'eux. Ça dépendra du point de vue. C'est pas le même public devant Arte. C'est ça. Alors du coup, Marquis, de quoi ça parle ? Donc en fait, on se trouve dans une France qui est pré-révolutionnaire, on est en 1788, et on suit l'histoire de Marquis, donc c'est un personnage mi-homme, mi-épagnol breton, qui se fait donc embastiller parce qu'on l'accuse d'avoir déféqué sur un crucifix. Et comme on déconne pas avec leur religion, hop, c'est la case prison. Mais du coup, la particularité de Marquis, au-delà d'être un prétendu serial défécateur, c'est qu'il passe ses journées à s'entretenir avec son pénis, prénommé Colin. Et ensemble, Marquis et Colin, donc son sexe personnifié et doté d'une personnalité propre et bien affirmée, échangent sur un sujet qui est central pour tous les deux, le sexe et toutes les déviances que le sexe peut avoir. Dans la Bastille, on trouve aussi d'autres prisonniers, comme par exemple Justine, qui est une vache, du coup, qui, elle, donc son histoire, en fait, c'est qu'elle s'est faite violer par le roi et donc embastillée, car elle est tombée enceinte du suite de cette agression, enceinte du souverain. On a aussi un personnage, par exemple, Horace, qui est un cochon trafiquant de charcuterie, ou d'autres hommes animaux, comme un rat, un chameau, etc. Voilà. Je ne vois pas le problème. Jusque-là, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Mais les nobles décident de conspirer, car le peuple ne peut évidemment pas apprendre que le roi a agressé une jeune femme et qu'elle va donner naissance à un bâtard. Et ils décident donc d'accuser Marquis afin d'entacher sa réputation. Et je n'en dévoile pas plus. T'en as déjà dévoilé
Bien est. On se fait une bonne idée à mon avis. Voilà. C'est la base. Non, moi j'avais juste vu une image du film, c'est justement ce fameux mec qui s'entretient avec sa bite. Donc cet homme qui a une tête anthropomorphe du coup, qui parle à son pénis, et il y a un côté très Dark Crystal mais version horny en fait dans l'image. Ouais. L'image m'a terrifié, j'y suis pas allé. J'avais pas la foi. Clairement, là j'ai give up. Je me suis dit, écoutez, on va aller boire un verre. Voilà. Ouais, je peux tout à fait comprendre parce que moi-même, quand j'ai vu les premières images, j'ai regardé notamment la bande-annonce du coup mis en ligne par le PIF et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que j'ai envie d'aller voir ça ? Peut-être j'avais peur en fait d'être mise de côté et de me dire c'est trop what the fuck pour moi, je vais pas réussir à rentrer dans l'univers. Mais l'univers est tellement bien créé, les costumes sont vraiment très bien réalisés, les masques aussi. Notamment au niveau de la carnation, sont très bien travaillés, ce qui fait qu'en fait, même si c'est très dérangeant de voir des mains humaines et des têtes qui n'ont rien à voir avec une tête humaine, ça fonctionne très bien, et même si c'est what the fuck, on rentre très rapidement dans l'univers. François, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi qui es dans la programmation du PIF ? Tout à fait. Tout à fait. En tant que traumatisé, beaucoup trop jeune par Télé et Chat, en plus, il y a un côté... non, mais enfin, voilà, c'est pas que j'étais habitué à ça, parce que en plus, c'est complètement autre chose, hein, très très honnêtement. C'est juste les parties pris esthétiques qui peuvent se recouper, même si on retrouve de l'écriture de Roland Topor et des trucs de mise en scène de Xoneux. Non, c'est un film qui est brillant. Malgré tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut en faire dans l'écriture, dans ce que ça peut montrer de l'hypocrisie, de toutes les strates de la société, comment ça joue, surtout en fait sur une certaine idée de la littérature française et comment ça se l'approprie visuellement d'une façon inédite et très pertinente pour le coup, parce que tant les images en stop motion que ces parties pris là de voir ces créatures complètement grotesques à l'écran, ça marche du feu de Dieu. Moi j'étais un peu déçu de pas pouvoir le voir parce que je ne l'ai vu que dans des copies VHS à la qualité douteuse, et j'aimerais bien le revoir avec plus de lustre en fait. Là avec une copie fraîchement restaurée, en plus c'était magnifique en salle au Max Linder, l'écran parfait pour voir une circoncision d'une bite qui parle. Pour un max de détails. C'était superbe. Toi, tu l'as vu, Fabien ? Non, je voulais le voir, mais bon, l'horaire me le permettait pas, mais dès que je peux, j'irai le voir. Bien sûr. Je sais pas s'il est prévu qu'il ressorte. Je sais pas si t'es au courant, François, de quelque chose, peut-être. Pour le coup, j'ai pas l'information. Est-ce que c'était une... D'accord. Ok, je me demandais si c'était en fait placé dans le PIF pour une raison particulière ou pas, parce que tu vois, il y avait à l'intérieur qui était annoncé. Il y avait l'occasion d'inviter Nicolas Topor qui n'a pas pu venir au dernier moment malheureusement. Non, c'était une vieille obsession de Cyril, ce film. D'accord. Je crois qu'il l'a déjà passé à Lyon. Je te dis peut-être une bêtise, Mathieu. C'est la faute de Cyril. Oui, tout à fait. C'est toujours la faute de Cyril. Tu parles d'invités qui n'ont pas pu venir au dernier moment. C'est l'instant qu'on passe au dernier film de la sélection. C'est aussi un film qui est sorti en 80 et qui ressortira l'année prochaine chez Spectrum Films. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Choyark devait venir de base apparemment présenter L'Enfer des Armes. L'Enfer des Armes, un film hongkongais qui était une découverte de mon côté. Il devait venir ? Il devait venir, ouais. Après, moi j'ai mis mes espoirs très bas en me disant non, mais c'est pas possible, il ne viendra pas. Et du coup, j'en attendais beaucoup et j'étais quand même déçu. Alors, c'est quoi L'Enfer des Armes, François ? Ouais. Alors j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur Choyark, le plus grand réalisateur vivant peut-être, je pose la question, je vous conseille l'excellent ouvrage d'Arnaud Lanuc, Choyark, la théorie du chaos, qui est sorti chez Omake Books, qui est une mine d'informations, qui est vraiment un livre que Mathieu peut montrer, voilà, le placement produit à l'image que vous n'avez pas... que les gens ne verront pas. Vas-y, chère auditrice, c'est un livre. Pas grave. Non, c'est une mine d'informations et en plus ça se lit vraiment comme un roman. C'est tellement hallucinant
l'épopée, la carrière de Choi Ark, que ça se lit comme un roman. Et après, faut grappiller parce que c'est vraiment blindé d'informations. Arnaud travaille dessus depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Il a interviewé une centaine de personnes, dont Choi Ark à plusieurs reprises en Chine populaire. Donc, pour revenir à l'Enfer des armes, en 1980, Choi Ark est un jeune réalisateur qui a fait ses armes à la télévision, qui a réalisé 2 films. Son premier film, c'est un wuxia-pian qui s'appelle Butterfly Murders, qui dynamite le wuxia-pian, qui l'éparpille façon puzzle. Il a fait une espèce de comédie gorasse extrêmement chelou qui s'appelle en français Histoire de cannibale et We're Going to Eat You dans sa version internationale, on va dire. Et pour ce 3e film, en fait, il s'inspire de l'actualité hongkongaise récente, à la fois des mouvements sociaux qui animent la société hongkongaise et de faits d'actualité récents, en l'occurrence des attentats terroristes menés par de jeunes étudiants j'allais dire désœuvrés, non, qui ont pas vraiment de but en fait. Et c'est ce qu'on voit au début de l'Enfer des armes. On voit 3 adolescents qui posent une bombe dans un cinéma comme ça, pour rigoler, sans but en fait. Et puis qui après sont rejoints par une jeune fille qui les fait chanter et incorpore leur gang, ils font un autre attentat, puis ils rentrent en possession d'une somme d'argent. Alors vous avez vu le film en salle, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, ce que je vous raconte là, c'est la version Director's Cut non censurée. Quand Choi Ark présente le film à la censure hongkongaise, ils lui disent non. Ça ne va pas de présenter la jeunesse d'aujourd'hui comme ça. D'autant qu'en 1967, ce qui était pas si longtemps en arrière, il y avait eu des mouvements de contestation qui avaient été réprimés de façon assez violente et le film s'en fait l'écho. Il y a un montage, je sais pas si vous vous rappelez, qui est resté pour le coup à la fin d'images d'actualité qui évoquent ça en fait. Ces manifestations et cette répression de 1967 de façon très cut. Et donc Choi Ark est obligé en fait de couper toute cette partie-là et de faire de ces jeunes gens en fait des espèces de pauvres types qui renversent quelqu'un et qui sont un peu maltraités par cette jeune fille qui va incorporer leur rang et leur faire piquer une somme d'argent et voilà. Et en fait Choi Ark développe une intrigue qui est déjà là dans la première version mais qui est un peu mineure jusqu'à la fin, jusqu'à la fusillade dans le cimetière, celle de trafiquants d'armes qui sont joués par ce que l'industrie hongkongaise appelait de façon très péjorative des guaylos, c'est-à-dire des acteurs occidentaux qui étaient à Hong Kong pour des raisons plus ou moins crapoteuses, parfois juste parce qu'ils aiment la ville et qu'ils sont là, et qui grosso modo sont parfois coincés dans l'archipel en fait, parce qu'au bout d'un moment leur visa a expiré, il faut qu'ils payent une amende et au lieu de payer l'amende qui grossit, ils restent là et pour gagner leur vie ils tournent des films. Ils tournent notamment des films de ninja pour Godfrey-O, de sinistre mémoire. Et on retrouve de ces acteurs-là dans l'Enfer des armes et on développe leur rôle de façon un peu artificielle. Choi Ark remanie le montage, il redouble certaines scènes et ça donne cette version censurée que vous avez vue en salle qui reste un film extrêmement énervé. C'est un film qui a donc une quarantaine d'années, un peu plus, et quand on le voit aujourd'hui, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, où est-on ? Et on a l'impression de voir un film punk, un film qui a envie de gueuler tout ce qu'il a sur le cœur et de le vomir sur l'écran. Il faut évacuer le truc direct et en même temps j'ai l'impression que ça devient une récurrence dans votre podcast. J'ai écouté l'épisode Cannibal Holocaust. Il y a des animaux maltraités. Voilà, c'est ce que Arnaud Lanuc explique dans son bouquin. Choi Ark n'était pas forcément pour. C'est son équipe qui lui a dit non, mais c'est plus facile comme ça. Tuons ce chat et torturons cette souris. C'est une solution. Non, mais voilà, je le dis pour prévenir quand même, pour que les gens qui vont s'aventurer à aller le voir lors de la ressortie ne soient pas désagréablement surpris. Il y a ça. C'est un stigmate malheureusement de l'époque, mais le film a beau être tronçonné, remanié, difficilement compréhensible par moments, ça reste une déclaration d'intention par rapport à ce que va devenir le cinéma de Choi Ark, qui va être un dynamitage en règle de toute l'industrie hongkongaise, une réappropriation de tous les codes culturels pour en faire autre chose, quelque chose de très énervé, de très frondeur, d'innovant,
de frais, de fou, quelque chose qui te claque la gueule et qui te ravit dans la séquence d'après. L'Enfer des Arts, moi, c'est un truc qui est complètement fou, avec une bande son en plus empruntée à droite à gauche je crois qu'il pique dans la bande son de Zombie, il y a du Jean-Michel Jarre, enfin c'est n'importe quoi en fait. ça n'a aucun sens et pourtant c'est super, c'est incroyable et je suis très content pour vous Romain et Elevated que vous l'ayez découvert en salle parce que Choyark c'est devenu mon réalisateur préféré quand vous n'étiez que des enfants en 1997 quand il y a eu la première rétrospective en fait cinématographique en France autour de ce réalisateur. J'ai découvert The Blade et Green Snake sur grand écran en 35 mm et ma vie n'a plus jamais été la même en fait. Et je vous souhaite de découvrir tant à vous chers camarades que à vous chères auditrices et auditeurs du Choyark en salle. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il a baissé en qualité et en intensité parce qu'il bosse maintenant en Chine continentale et ses films sont plus propres qu'avant, même s'il reste des petits signes de son côté sacripant. Pour dire les choses comme ça. Mais par exemple, parce que je suis un connard et que je sais pas attendre, j'avais vu que Detective D2 était disponible en piratage, je l'ai piraté, j'ai regardé, je me fais c'est pas mal. Puis je l'ai vu en salle en 3D et ça m'a roulé dessus encore plus que One Evil Lurks en fait. Je me suis fait rouler dessus par un 33 tonnes à répétition. Voilà, regardez du Choyark en salle, redécouvrez ces films si vous n'avez pas l'occasion. Découvrez-les quand même parce que c'est sidérant, c'est fou Choyark. Je disais pardon, le mec a aussi réalisé ce que je considère comme étant le plus beau film du monde. Juste après Green Snake, c'est un film qui s'appelle The Lovers et qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on parle des films de Choyark. Mais The Lovers, en fait, c'est le carton plein. En fait, à chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, je le vends comme étant le plus beau film du monde et la personne est un petit peu sceptique. Voilà. Et là, il y a Fabien qui l'a dans les mains. Et 1h40 après, la personne me fait effectivement, tu as raison, c'est bel et bien le plus beau film du monde. C'est vrai. Je mets à égalité avec Green Snake parce que c'est fabuleux. Du côté de la team d'Elevated, votre dépucelage de Choyark, comment ça s'est passé ? C'était intense, hein. C'était intense, hein, on dans les meilleures des conditions. Du coup, je suis un peu curieux de la version Director's Cut et du coup vu seulement la version cut du film qui était déjà bien énervé. Et que dire de plus, une grosse claque. Ouais, franchement, sur grand écran c'était incroyable. J'ai envie de dire pour les auditeurs qui un peu comme nous connaissent pas Choyark, qui ont pas l'habitude et pour qui ça peut être un petit peu lointain le cinéma asiatique, cinéma hongkongais ou ce genre de film, il y a une franchement foncez, vous posez même pas de questions en fait quoi. C'est le film va vous attraper, vous aurez rien à faire et vous allez forcément au moins pas perdre votre temps quoi parce que c'était quelque chose, on pouvait ressentir toute la tension d'une époque sur caméra, c'est aussi d'un grand cynisme, ça montre la jeunesse sous un certain angle. Je comprends que ça n'ait pas plu du coup, surtout si en plus il y avait des histoires d'attentats dans les cinémas à mon avis. Ça se comprend que nous on a eu la version cut, mais non, faut foncer voir Choyark. Nous on va se bouffer la filmo du gars maintenant parce que c'est que le début quoi. Le piège se referme. Exactement. Ça commence comme ça. Fabien, toi évidemment t'as aimé, tu l'aimes ce film? Allez le voir, hein. Satisfait ou rétrocédé comme on dit. Oh putain. Elle est technique. Sur grand écran, c'est fou. Bon, on pourra jamais vraiment voir le Director's Cut dans des conditions clean parce que c'est une version qui n'a jamais été exploitée parce que même dans le coffret HK vidéo de l'époque, on avait déjà cette Director's Cut, mais moitié clean, moitié VHS, enfin en qualité médiocre parce que le film n'a jamais été exploité publiquement dans cette version-là, mais de toute façon, c'est une borne dans l'histoire du cinéma hongkongais. Il y avait beaucoup de légendes qui disaient que le film s'était planté au box-office, ce qui n'était pas vrai en fait. Le film avait quand même assez marché, même si effectivement il a fait scandale. C'est sûr que il y a un aspect du film qui peut être dur aujourd'hui, c'est l'aspect effectivement torture animalière qui doit quand même être pris avec des pincettes parce que quand on aime les animaux, c'est un peu dur de voir un chaton hurler en gros plan ou une pauvre souris se faire entailler la peau quoi. Mais bon après ça on le sait, ça c'est comme l'a dit François tout à l'heure, c'est presque une des caractéristiques du cinéma hongkongais de l'époque, hein. Je me souviens d'un film où il y a un serpent qui s'est coupé, je sais plus ce que c'était, mais le film est tellement
énervé, et puis surtout ça te permet d'explorer clairement cette ambiance très particulière du Hong Kong du début des années 80 qu'on peut voir aussi dans d'autres polars de l'époque, que ce soit les films de Alex Chung ou The Savior de Ronnie Yu, mais là c'est vrai que on voit qu'il y a un grand réal derrière et qui est vraiment chargé d'énervement absolu, quoi. Mais c'est un très très grand film, hein. Vraiment. Moi c'est pas mon préféré de Choi Ark. Moi je suis plutôt sur la fibre Green Snake The Lovers, à la même période que Mathieu, où il y a des filtres jaunes et verts. Mais février, j'y retourne direct, hein. J'y retourne le voir direct parce qu'au cinéma, voilà, laisse tomber, quoi. Très bien dit. C'est là où tu vois que c'est un hors-série de jumpscare, puisque c'est l'instant où techniquement, au bout d'une heure d'enregistrement, où Dario sortirait de l'ombre et chierait sur le film de la manière la plus atroce possible. Mais il est pas là aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu veux conclure sur ce film, mettre un point final, puisque je pense qu'en fait c'est horrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de débats parce qu'on est tous d'accord, mais c'est dire en fait la qualité de la programmation du PIF. Et puis on n'a pas vous parler de films de merde aussi, peut-être, pour changer. Est-ce que tu veux conclure du coup? Que des bons films. Ah, mais la qualité de la programmation, elle était évidente, parce que encore une fois, moi je regrette de ne pas avoir pu y être, parce que là, on a abordé que des grands films, mais on a aussi pas forcément parlé des autres films qui étaient en programmation. Il y avait une copie restaurée de Hitcher, de mémoire. Oui. Il y avait aussi un film qu'on est très nombreux à attendre, parce que le DVD que je possède est juste hors de prix pour qui veut mettre la main dessus aujourd'hui. C'est une copie restaurée de La Maison Fenêtre Kiri, qui est un film italien culte qui est extrêmement étrange, qui est une espèce d'enquête dans l'Italie profonde. C'est incroyable, qui est une ambiance très 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 bizarre, un petit peu à la Twin Peaks, je trouve. Enfin, tout le monde semble cacher des choses. En fait, il y a quelqu'un qui arrive dans un truc qui est totalement perdu. On a l'impression que tout le monde lui ment. Enfin, c'est vraiment très étrange. Le film est magnifique. Et ça fait très 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 longtemps qu'on attendait de voir ce film être restauré. Donc là, ça y est, c'est chose faite. C'est le Chat qui fume en fait qui va éditer ça, je crois, l'année prochaine. C'est les 3 années qui bossaient dessus. Et du coup, voilà, il y a la programmation, c'était clairement sans faute. Et voilà, rien à dire de plus. Allez voir des films au festival, regardez du Tsui Hark, vive le cinéma indien, et voilà. Et Run and Kill en séance interdite, ouais. Ça c'était aussi c'était quelque chose, c'est clair. Ouais. De la catégorie 3 en fait dans un festival, c'est toujours un petit événement. Et Spectrum Film, en fait, depuis un petit moment, ont acquis les droits de pas mal de films de catégorie 3, donc ils les annoncent un petit peu au compte-gouttes, mais parmi les grands classiques qu'ils vont éditer, il y a donc Run and Kill, qui est un des trucs les plus horribles parmi tout ce qui a pu être fait en catégorie 3. Faut même pas avoir d'infos sur ce film, en fait, faut se le prendre dans les dents, et c'est pas forcément le film le plus subtil qui soit. Enfin, tu te manges le mur. Voilà, tu te manges un énorme mur, c'est une espèce de descente aux enfers d'un gars qui plus on avance dans l'histoire, plus prend à chaque fois les mauvaises décisions, et à chaque fois qu'il veut corriger la merde qu'il a fait avant, prend une décision encore pire que la précédente, et tu descends de plus en plus dans la noirceur. Le film culmine dans une espèce de finale absolument horrible, abject. Tu dis non, il va pas se passer en fait ça, non, ils vont pas, à un moment donné la caméra va faire un panoramique, il va y avoir un cut, il va y avoir quelque chose et tout, une ellipse, et hop là, boum, tu te le prends en pleine dent, et voilà, c'est de la catégorie 3, donc voir ces films là restaurés en haute définition, et je pense que si on est un petit peu sur la même lignée que ce qu'a pu éditer précédemment Spectrum, ça sera de très très belles éditions. Voilà, donc les fans de cinéma déviant et de trucs un peu foufou en provenance de Hong Kong, ne ratez pas ce film. Voilà, sachant qu'il y en aura d'autres derrière, mais... Tiens, si je peux me permettre, Romain, je vais faire vite. Voir le cinéma de Hong Kong, on a beaucoup de chance parce que c'est un cinéma qui est, comme vous le disiez, qui est restauré et qui est de plus en plus visible en salle en ce moment, ce cinéma des années 80-90. Et c'est, comme je pense les vieillards parmi nous, c'est un cinéma que j'ai découvert sur ma télé, en fait, via des copies, DVD, VCD, pas ouf, en termes de qualité. Et là, j'ai l'impression de les redécouvrir, vraiment. En plus, en public, et c'est un plaisir. Mais voilà, moi, j'ai vu au Festival d'hallucination collective Polystory, Untold Story, Seeding of a Ghost, incroyable Seeding of a Ghost. Et il faudrait que vous le fassiez, celui-là, d'ailleurs, à Jumpscare, parce que c'est quand même quelque chose. Oui.
Mais oui, c'est un plaisir de redécouvrir ces films-là, et surtout, en fait, ça devient important dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma hongkongais est en train de disparaître, en fait, peu à peu. Il est en train d'être vidé de son identité et aliéné par la Chine continentale qui étend de plus en plus, en fait, son emprise sur les productions, qui permet de moins en moins de choses, et qui, en plus, commence à montrer des signes de censure vis-à-vis de ce qui s'est fait avant. Il y a une loi qui est passée, qui pour l'instant n'a pas été vraiment mise en application, parce que les gens gueulent légitimement, mais qui s'octroie le droit de faire interdire, voire disparaître certains films de cette époque-là, si ça n'est plus dans la ligne du parti. Tous ces films-là, soyons très clairs, ne sont pas dans la ligne du parti. C'est clair, c'est évident, et donc c'est des films qui risquent, je veux pas jouer les Cassandres, mais de disparaître. Donc c'est important de les voir et de les préserver. Non, mais il faut dire les termes. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe chez nous en France, même en Angleterre, avec des éditeurs comme Arrow, 88 Films, Reka ou aux États-Unis, ça devient presque du militantisme éditorial. C'est-à-dire qu'on est clairement sur une préservation, une sauvegarde d'un cinéma qui va être en voie de disparition et qui risque aussi de disparaître complètement de tout ce qui a été fait avant. Et c'est là où ça devient terrible, en fait. Et heureusement que chez nous aussi, on a des anciens gardiens et des nouveaux gardiens qui arrivent. Je pense à Arnaud notamment. Il y en a d'autres. Il y a les camarades du Raging Fire Club aussi, qui donnent une nouvelle vie à ce cinéma-là, quoi. Mais aussi bien, on va dire, les œuvres respectables que les œuvres d'exploitation, les catégories 3, même les films de la Shaw Brothers, qu'il faut quand même aussi revoir encore et toujours, mais c'est important, et je trouve ça assez touchant quand même, très rassurant qu'il y a cette espèce de solidarité cinéphile autour de Hong Kong qui se consolide. Et ben, ce sera le mot de la fin. Très beau discours final, les amis. On a bien dit qu'on ne parlerait pas des sorties plus mainstream, donc désolé pour ceux qui s'attendaient à du... il y a quoi l'année prochaine ? Il y a Five Nights at Freddy's 2, il y a le Alien Romulus de Fede Alvarez. Pourquoi pas, au passage. Il y aura la... Nosferatu aussi. Thanksgiving 2, peut-être. Ou c'est 2025, il me semble. Enfin, il y a quand même du lourd, mais ça, en fait, on aura le temps d'en parler ailleurs. Là, on a décidé de faire un truc vraiment axé sur le pif, parce que c'est un cinéma qui mérite d'être vu, comme vous l'avez très bien dit, François et Fabien. Merci à tous les guests aujourd'hui. Merci d'Elevated, Max et Sophie. C'était Softy. Softy, et pas Sophie, désolé. Pas de soucis, merci à toi. Pas de soucis, merci à vous. Fabien, évidemment, merci aussi. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Pareil, François, merci beaucoup. C'est cool que tu viennes dans un podcast pour une fois sans me lâcher un chapitre de fanfiction érotique. J'apprécie beaucoup le move. C'est un plaisir. Non. Chapitre 3. Chapitre 3. Non. C'est pas drôle si. Merci à toi et j'en profite pour saluer toute l'équipe de Jumpscare. C'est cool, je prends du plaisir à vous écouter. Et je vais découvrir d'Elevated Horror avec grand plaisir et lire du Fabien Moreau. Alors, ils ont fait un grand écart sur YouTube d'Elevated. Là, ils ont fait une vidéo Team Ritter, suivie d'une vidéo Five Nights at Freddy's. Beaucoup apprécié l'étendue des deux extrêmes. Une édito très claire. Ouais. Mais alors, du coup, votre lien YouTube sera dans la description d'Elevated Horror. C'est combien de vidéos par mois actuellement Actuellement, on a un tout petit peu freiné avec le pif et les fêtes de fin d'année qui arrivent, mais sinon on est à peu près sur 4 vidéos par mois, une vidéo par semaine, on essaye. Mais 2024, on va plutôt être axé sur des gros projets qui vont prendre un peu plus de temps, d'ambition et d'argent, donc l'Empire va s'étendre. Exactement. Exactement, on sera là. Fabien, toi, on te retrouve chez Rokirama Mad Movies. Chez le Mad Movies de décembre sur Godzilla, sur Rokirama spécial Orange Mécanique, dans le Blu-ray de House en commentaire audio d'effets spéciaux, et bientôt en commentaire audio dans le Blu-ray de Shin Godzilla. Évidemment. Ok, et écoute. Et de ton côté, François, où est-ce qu'on te retrouve ? Discordia tous les dimanches soirs en fait, mais je fais la com le lundi matin, ce qui est chelou, mais pourquoi pas. Et le Mad Movies de décembre, effectivement, où j'ai juste fait la critique de Godzilla -1, enfin sur le dossier de Une et puis d'autres trucs. L'interview de Sébastien Vanitschek, si vous avez aimé Vermine. Et là, je prépare celui de janvier. Je vous parle de cinéma indien. Pour une sorte de cinéma hongkongais contemporain. Voilà. Pour une sortie d'un coffret chez Spectrum Film autour du réalisateur Raghgopal Varma, qui est passionnant.
Nickel. Sachant que avec Discordia, ton podcast, vous allez faire un podcast bilan horrifique 2023. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Il me semble, du coup, ça complète le nôtre d'aujourd'hui qui parle de l'avenir. Vous revenez sur l'année passée. Et Dieu sait qu'il y a de quoi dire, en plus. Nous, on a écorché que la surface. Vous êtes des gros malades. J'avais déjà vu le premier podcast du premier semestre, il me semble. J'avais déjà écouté. On avait fait ça l'an dernier, mais là, on le refait cette année. Ouais, ça devient un marronnier. Ouais. Bah c'est voilà, donc s'il y a des Jumpscaros qui veulent continuer un peu l'aventure avec François, phrase bizarre mais allons-y, c'est chez Discordia. Ça fait très télé-réalité. Mathieu, nous oui c'est ça. Mathieu, toi on te retrouve évidemment chez Jumpscare. Chez Jumpscare, oui. Et puis d'ici quelques mois sur ma chaîne avec une vidéo que je suis toujours en train d'écrire et dont je regrette un petit peu parce que c'est long, les films que je regarde sont insupportables. Donc voilà, j'espère que ça va finir un jour. Et ben voilà, on sera au rendez-vous évidemment. Et moi évidemment vous me retrouvez ici tous les vendredis sur Jumpscare et parfois au bistrot sur Filmo quand ils me laissent rentrer. Ils sont chauds, ils me laissent parler des fois. C'est très sympa de leur part. Et on se dit du coup à une prochaine. Merci beaucoup l'équipe. Et on se retrouve demain pour les auditeurs pour l'épisode normal classique de la semaine. Merci, salut. Salut. Salut, merci.